Bonjour, avant de retrouver votre podcast, je voulais vous parler d'un autre podcast européen. Il s'appelle Sage Meuf. Il parle de la maternité avec des témoignages de jeunes parents et tous les conseils pour gérer au mieux l'arrivée d'un bébé. En plus, à chaque écoute de Sage Meuf, Carrefour s'engage à verser un don pour soutenir le Collège national des sages-femmes de France. Avec les marques Carrefour Baby et Tex Baby, Carrefour accompagne les bébés au quotidien. Des produits alimentaires et d'hygiène, du textile, de l'équipement. Avec Carrefour, on a tous droit au meilleur. Et surtout les bébés. Allez maintenant, place à votre podcast. La reproduction, ce n'est pas seulement l'acte qui va permettre la survie de l'espèce, c'est aussi un acte de plaisir, vous le pensez ? Hé, guette au trou! Voilà comment des potes me hélaient au cours de mes études. Quelle classe! Et vous voulez que je vous dise le sens de guette au trou, cette raillerie ancienne et ergotique? Eh bien, ça veut dire sage-femme. Une sage-femme serait une femme qui guette à un trou. Je vous laisse imaginer. Ça me laissait circonspecte et ça me vexait aussi un peu. Au fil des années, mon savoir académique comme mon expérience clinique m'ont confirmé que le sexe féminin n'avait rien, mais alors rien du tout d'un trou. En préambule de cet épisode et pour mettre fin à cette croyance absurde, j'aimerais que l'on fasse une sorte de voyage à la découverte de ce fameux entrejambe. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai remarqué une chose. L'accouchement et ses suites est encore pour beaucoup de femmes le moment où pour la première fois de leur vie, elles observent leur sexe. Pour ne pas passer à côté de cette rencontre et en savourer la richesse, je vous propose donc un voyage. Et vous, messieurs, si vous m'écoutez, continuez, vous apprendrez aussi des trucs, je vous le promets. Commençons par l'extérieur. Regardez votre vulve. Pour ça, vous prenez votre mire-minou. C'est le nom du miroir qui lui est réservé. Enfin, bon, c'est comme ça que je l'appelle. Évidemment, n'importe quel miroir fera l'affaire. C'est bon, vous êtes équipés et vous êtes dans un endroit où personne ne viendra vous embêter? Alors on y va. On commence par le haut. Là, il y a le mont de Vénus, ou le mont du pubis, où naissent les grandes lèvres. D'ailleurs, à cet endroit, il y a des poils. Alors vous faites ce que vous voulez, mais je me permets de vous faire 2 mises en garde. La première, c'est que c'est vraiment super dommage de faire une épilation en laser définitive. J'ai vu des femmes qui ont fait ça et qui doivent à vie se mettre des crèmes sur ordonnance. Bonjour les regrets, je vous laisse imaginer. Et la deuxième, c'est au sujet des teintures. Là encore, pourquoi pas, mais sachez que c'est bourré de cochonneries. Ou en tout cas dans la plupart des cas. Et qu'il faut faire très attention car la zone est tout près de la muqueuse. En dessous, vous pouvez voir ce que l'on appelle habituellement le clitoris. Mais en fait, ce n'est que le capuchon clitoridien qui abrite le gland du clitoris. C'est-à-dire seulement la partie émergée de l'iceberg. Je vous laisse regarder à quoi il ressemble. Il est différent chez toutes les femmes. On n'a pas toutes le même lobe d'oreille, pourquoi voudriez-vous qu'on ait toutes le même clitoris ? De chaque côté du capuchon clitoridien partent les petites lèvres, qui sont recouvertes en partie ou complètement par les grandes lèvres. Là encore, comme pour le lobe d'oreille, on n'a pas toute la même vulve. Et c'est super comme ça. Si nous avions toutes le même visage et les mêmes jambes, avouez que ce serait nul et même flippant. Je dis ça, j'ai une arrière-pensée. C'est qu'en fait, je suis énervée de voir qu'il y a des femmes qui subissent des interventions chirurgicales pour se conformer à l'image prônée par les industriels de la pornographie qui donnent actuellement trop le là sur ce que doit être une belle vulve. Sous le gland du clitoris, entre les 2 petites lèvres, on a d'abord le méa urétéral ou urinaire, c'est-à-dire le petit orifice à travers lequel l'urine s'égoutte. Et juste en dessous encore, le fameux vagin, dont on ne voit rien, en tout cas certainement pas l'intérieur, parce qu'il est fermé par ses parois, contrairement à ce que nous montrent tous les livres d'anatomie. Si c'est ouvert et que vous voyez l'intérieur, c'est pas grave du tout, mais ça vaut quand même le coup de consulter une sage-femme pour faire un petit bilan périnéal. Je le martèle, le vagin n'est pas un trou. Sous le vagin, les lèvres se rejoignent à nouveau, et pour finir un peu plus bas, il y a l'anus, qui ne fait d'ailleurs pas partie du sexe féminin. Vous trouvez ça complexe ? Ouf, on n'a même pas fait la moitié. Allons voir ce qu'il y a sous la peau. Voyons à quoi ressemble la partie immergée du clitoris, qui est de loin la plus grande, car ce sacré organe fait entre 7 et 10 cm. On a d'abord le corps du clitoris, qui est dans la prolongation du gland, puis l'organe se divise en 2 à droite et à gauche, puis encore en 2 sous les petites lèvres et de part et d'autre du vagin. C'est une sorte d'animal à petite tête et à 4 grosses pattes. Pour en savoir plus et voir concrètement à quoi ça ressemble, allez voir le site Clitinfo par Odile Fillot.
Vous ne serez pas déçus, vous pourrez même y trouver un endroit pour commander un clitoris en 3 dimensions. Voici maintenant le tour de l'inénarrable The Famous Périnée. C'est un groupe de muscles, en fait pas que, qui ferme le bassin de haut en bas et de droite à gauche. Il y en a partout, superficiellement, profondément et de tous les côtés. Et ces muscles peuvent être contractés de façon volontaire, exactement comme un biceps ou un quadriceps. Et puis, dans ou autour du vagin, il y a tout un système qui fait la lubrification vaginale. Et même une colonie de bactéries qui y vivent et qui gèrent l'auto-nettoyage. Car oui, le vagin est propre. C'est maintenant clair, le sexe féminin n'est pas un trou, sale de surcroît. C'est QFD. C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de la révéler au public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil. La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement 2 enfants en moyenne. Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent. La présence d'une personne qui peut apporter de l'amour en quelque sorte, oui, comme on peut le faire la sage-femme. C'est nous qui tenons les maternités, faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité. La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. On va toutes être dépressives, hein. Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, je vais vous parler de la sexualité ou comment la venue d'un enfant complexifie la complexification inouïe qu'est la sexualité humaine. On va essayer de détricoter et de discuter. Et si cela vous aide et éclaircit votre horizon, alors vous m'en verrez ravi. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage meuf comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 6, la déflagration dans la vie sexuelle. Vous avez vu comme c'est complexe et passionnant le sexe féminin ? Eh bien la sexualité c'est pareil, complexe et passionnant. Commençons par éliminer une idée simpliste, celle qui voudrait que la sexualité se limite à l'introduction d'une verge dans un vagin, donc entre un homme et une femme. Même le Larousse nous indique que c'est plus vaste, je lis. La sexualité est l'ensemble des diverses modalités de la satisfaction sexuelle, que vous soyez donc en couple avec une femme ou avec un homme. On en est donc là. Et paf, on colle par-dessus l'enfantement, où le sexe féminin est sursollicité, et les seins aussi, et même le corps tout entier, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Pour évoquer ces sujets, je suis avec Claire, une de mes patientes. Elle a donné naissance à un très beau petit garçon il y a 4 mois, et elle a un compagnon qui est aussi le père de son enfant. Et vraiment, je la remercie, car venir parler d'un tel sujet au moment où elle est en train de le vivre, c'est vraiment archi sympa. Je vous préviens, l'interview a été enregistrée par téléphone pendant le confinement. Si le son est un peu bizarre, c'est normal. Pour elle, les questions ont surgi pendant la grossesse, et elles concernaient d'abord l'image qu'elle avait d'elle. Je la laisse vous expliquer. Alors en fait, c'est comme si j'avais senti forcer sur moi une espèce de dualisme affreux de la maman et la putain. Disons que j'étais la putain avant la maternité, j'étais encore la putain au début de la grossesse. Et puis petit à petit les rapports se sont espacés et pour moi ça a été une violence. En fait, je me suis dit mince, c'est la maman qui prend le dessus. Et puis j'avais pas du tout envie de vivre, d'accepter cette espèce de dualisme. Et ils se sont espacés de ton fait ou du fait de ton amoureux ? Non, du fait de mon compagnon. C'est pour ça que ça a été un peu une violence pour moi. Voilà, j'ai eu l'impression qu'on me forçait à rentrer dans cette espèce de dualisme, alors que moi j'avais envie de tenir les deux personnalités ensemble, disons les deux pôles ensemble, et la maman et la putain. Et puis voilà, je pense qu'il y a de son côté, de son fait, une dimension protective qui a pris le dessus. Et la violence dont je parle du schéma un peu binaire, je pense qu'il l'a vécu lui aussi. Je sais pas quel est l'équivalent de putain pour les hommes, peut-être qu'il y en a pas, mais je pense que lui aussi a vécu cette polarisation père et gigolo, appelons-le comme ça. Voilà, c'était pas du tout un dégoût du corps de femme enceinte, ça je peux en certifier quand même.
Ce truc de la maman et la putain qui justifie certains comportements du type « Ah non, moi je vais voir ailleurs parce que ma femme est devenue maman » ou alors « Ah non, mais moi je couche plus avec mon amoureux parce que je suis devenue mère » chez les uns ou chez les autres est un fucking mythe justificateur qui n'a aucune raison de perdurer. Et je tiens à ajouter que les femmes ont longtemps et largement souffert le martyre à cause des stigmates laissés par l'accouchement, et ça rendait les rapports sexuels avec pénétration quasi impossibles. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, vous l'aurez compris, cette question m'agace. Ne vous laissez pas avoir par ce discours. Il n'y a aucun problème à avoir une sexualité épanouie et jouissive pour vous, tout en étant mère. Heureusement, Claire s'est sorti ça de la tête, et elle a fait le choix de dédramatiser cette période de sa vie sexuelle. C'est un bouleversement, mais qui doit pas du tout être dramatique. Et pour que ça soit pas dramatique, c'est mettre des mots. Mettre des mots dans le couple, mais pas mettre un mot hors du couple. Ne pas aller chercher sur Internet le mot de, je sais pas, sécheresse, ou le mot de vaginisme, ou le mot de autre chose. Par contre, mettre des mots dans le couple, quand on met des mots, on se raconte une histoire, et une histoire, c'est un développement narratif. Ça permet, ça laisse le champ à du changement en fait. C'est une sexualité qui est changeante, qui est pas la même au début de la grossesse, qu'à la fin de la grossesse, au tout début après l'accouchement, ni non plus 4 mois après l'accouchement. Et j'ai bon espoir que dans 3 mois, si on en reparlait, ça serait encore une chose bien différente, sans parler du futur rayonnant qui m'attend. Alors allons-y, mettons des mots, comme Claire le fait avec son compagnon, et pas un mot. D'abord, il y a cette question de la reprise des rapports. Quand, comment, c'est une histoire personnelle et intime. Alors après l'accouchement, très vite, il y a eu, j'ai senti en moi comme le feu qui couvait sous la cendre un petit matin. C'était très agréable. Voilà, j'ai senti cette espèce de petit crépitement interne qui m'a fait dire oh oh. Ce serait peut-être le moment, un désir différent de celui que j'avais pu avoir pendant la grossesse. Le fait est que c'était très rapproché de l'accouchement, donc j'avais pas encore pu reprendre une méthode contraceptive, donc il ne s'est rien passé. J'ai attendu les 3 semaines pour pouvoir prendre la pilule. Ensuite, je pense que j'ai l'impression que la pilule m'a mis un peu un coup de massue sur ce petit désir naissant. Donc il ne s'est rien passé avec mon compagnon. Et quand je suis allée voir la gynécologue, donc le premier examen gynécologique, j'avais pas du tout d'appréhension. Mais elle a eu un peu de mal à faire son examen. Donc voilà, elle m'a dit ça doit être une espèce de défense de votre corps après le pseudo-trauma de l'accouchement, parce que finalement j'ai pas eu un accouchement traumatique, mais voilà. Et la reprise de la sexualité s'est faite, elle se fait encore, la reprise d'ailleurs, on est à 4 mois de l'accouchement maintenant. Petite pause. Je voudrais vous faire une confidence sur le sujet. Tout le monde sous-entend que la reprise de la sexualité égale reprise des rapports sexuels avec pénétration vaginale. Je ne sais pas si c'est typiquement français, faudrait chercher. Mais les anglo-saxons font la différence et on le verra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, Claire et moi, on est tombés dans le panneau. On a parlé de la reprise des rapports avec pénétration sans même penser au reste. Je m'en suis rendu compte en écrivant ce texte. Je l'ai donc recontacté pour lui demander ce qu'il en était de la véritable reprise de sa vie sexuelle. Et je vous lis son texto. On a effectivement tout fait tourner autour de la pénétration dans l'entretien. Ça reflète un peu la réalité de la reprise de ma sexualité, même si, du fait de la difficulté de la pénétration les toutes premières fois, on a fini, entre guillemets, par faire des câlins avec l'échouillage généralisé. La pénétration restait quand même le but et pour moi, l'étalon qui permettait de juger du retour d'une sexualité normale, entre guillemets. Tout simplement parce que ce n'est pas mon clitoris qui a été éprouvé par le passage d'un gros bébé, mais bien le vagin dans toute sa longueur. Ce n'est donc pas que par phallocentrisme, mais quand même un peu. 3 petits points. Ce qui préoccupe Claire, vous l'aurez compris, c'est la reprise de toute la palette de ses rapports sexuels, dont la pénétration. Disons que la première fois, j'étais en train de faire la rééducation du périnée, donc j'étais absolument galvanisée par
le diagnostic entre guillemets que la sage-femme avait porté sur mon périnée. Et donc voilà, je me suis dit oh là 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 là, tout feu tout flamme, ça va être génial. Et en revanche, voilà, ma sexualité n'a pas du tout été à la hauteur de la réputation de ce périnée. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés pour une pénétration sexuelle avec lui qui a peut-être réussi à s'introduire d'un demi-centimètre en moi. Et mon compagnon qui me disait là je me sens comme un adolescent de 15 ans qui a envie d'aller tout de suite droit au but. Donc il ne l'a pas fait évidemment, et je lui dis c'est parfait parce qu'en face de toi tu as une adolescente de 15 ans, une vierge effarouchée, ça rentre pas du tout. donc on en était là, ça c'était la première fois, et puis il y a eu d'autres tentatives, espacées dans le temps. Et puis on a donc récemment réussi à faire rentrer tout son pénis à l'intérieur de tout mon vagin. Et pour décrire les sensations, me vient cette... je crois que c'est dans Knock de Jules Romain où il y a le médecin qui demande est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille. Alors je répondrais comme dans la pièce de théâtre, ça me gratouille, ça me chatouille peut-être un peu aussi, mais c'est pas vraiment ni du lard ni du cochon. On est encore loin de retrouver les sensations d'avant l'accouchement ou d'avant la grossesse d'ailleurs. Souvent, vous attendez de moi que je vous donne un délai, une date. Eh bien, je m'y refuse absolument. Toutefois, pour ne pas vous laisser seul, j'aime bien vous donner les résultats d'une étude de février 2013 par McDonald et consorts, parue dans BJOG, une revue internationale de gynécologie obstétrique, qui vous déculpabilise furieusement et qui vous détend sur la question. Cette étude dit quoi ? Elle nous dit qu'entre 5 et 6 semaines après l'accouchement, seulement 41% des femmes ont repris les rapports sexuels avec pénétration vaginale et 53% ont repris une activité sexuelle. C'est pas beaucoup, une femme sur deux. Entre 9 et 12 semaines, on compte 65% de femmes qui ont repris les rapports sexuels avec pénétration et 73% pour l'activité sexuelle. Et il faut attendre entre 10 et 12 mois pour retrouver des taux normaux de 97 et de 98%. Alors, faites comme vous voulez et comme vous pouvez, discutez-en en couple et surtout n'oubliez pas que c'est vous qui donnez le là, car c'est vous qui avez accouché. Et si c'est nul, ou que c'est pas top, ou que c'est changé, faut essayer de savoir pourquoi et agir. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Claire. Il y a une sécheresse vaginale que je m'explique du fait de l'allaitement et qu'on contrebalance avec un bon gel lubrifiant acheté en pharmacie. On utilise la moitié du pot et sur monsieur et sur madame et ça fait glisser allègrement. Je rebondis sur ce qu'a dit Claire. Lorsque le manque de lubrification est un effet secondaire de l'allaitement ou d'une médication comme la pilule par exemple. Il n'y a pas à hésiter, servez-vous des lubrifiants. Ne choisissez pas n'importe lequel, possiblement bourré de choses pas très bonnes pour vous. Prenez conseil auprès d'un pharmacien ou d'un professionnel de la santé. Il y a des femmes qui me racontent qu'elles se forcent, qu'elles serrent les dents en attendant que ça aille mieux et que des fois cela dure des années. Franchement, ça me tord les boyaux. La sexualité, c'est vraiment pas pour avoir mal. Alors ça me donne immédiatement envie d'évoquer avec vous les stigmates que peuvent laisser l'accouchement, comme par exemple les cicatrices de déchirure ou d'épisiotomie qui concernent quand même 87% des patientes pour un premier enfant, selon l'enquête périnatale de 2016. Claire, elle a eu beaucoup de chance, parce qu'elle faisait partie des 13%, même si ça ne l'a pas empêchée d'ailleurs d'avoir des douleurs sûrement dues à des micro-lésions internes. Des difficultés de cicatrisation, c'est pas la seule raison, peuvent contribuer à entraîner ce qu'on appelle des dyspareunies secondaires. C'est le nom qui désigne le fait d'avoir mal pendant les rapports, dans notre cas après l'accouchement, alors qu'on avait pas mal avant la grossesse. Il y a une étude anglo-saxonne de Barrett et consorts, publiée en 2000, qui dit quand même que 62% des femmes ont mal pendant les rapports dans les 3 premiers mois, et qu'il y en a encore un tiers à 6 mois. C'est pas rien quand même. Alors que faire ? D'abord, soyez bien convaincus que promis, juré, craché, c'est pas dans la tête si cela arrive. Trop souvent, j'entends des femmes qui s'excusent ou qui me disent « Ah, non, mais mon gynéco m'a dit que c'était dans la tête. » Ah ouais ? Dans la tête. Vraiment, d'entendre ça, ça me saoule. Dans ce cas-là, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Pour conclure, à la tête, il faut avoir beaucoup cherché partout ailleurs d'abord. 2. Faites-vous surveiller par une sage-femme à domicile et prenez soin de votre cicatrice et de votre sexe dans les premières semaines qui suivent l'accouchement.
En plus, c'est remboursé à 100%, il n'y a pas de raison de s'en priver. 3. Si vous avez toujours mal au bout de quelques semaines, prenez rendez-vous avec une sage-femme pour qu'elle trouve une solution. Si c'est la cicatrice qui pêche, elle pourra vous prescrire des massages de la cicatrice ou vous donner des conseils sur l'automassage. Et si c'est pas la cicatrice, c'est peut-être autre chose et elle vous prescrira les examens complémentaires nécessaires ou elle vous adressera d'ailleurs à un sexologue si elle ne l'est pas elle-même. 4. Je vous rappelle quand même que vraiment ne vous forcez pas. Il y a aussi des femmes qui n'arrivent plus à avoir une vie sexuelle à cause de traumas dus à des situations de violence au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de ses suites. Violence conjugale, violence sexuelle ou violence gynéco-obstétricale. Heureusement, ce n'est pas très fréquent, mais je vous en parle parce qu'il ne faut pas laisser les braises couver. Faut de l'aide, c'est sûr et certain. Et une vraie aide pluriprofessionnelle, médicale, psy, sociale et judiciaire parfois. Alors quel que soit le souci et sa gravité, vous attrapez le taureau par les cornes et vous ne faites pas l'autruche en vous disant que ça ira mieux, en serrant les dents ou en laissant passer du temps. Vous en parlez à votre compagnon, à vos amis, à nous, à qui vous voulez, et il faudra trouver une solution. Abordons maintenant le périnée. On est toutes concernées, car ce périnée, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a donné du sien, en soutenant votre bébé tout le temps de la grossesse, et puis qu'il a aussi été sursollicité pendant le travail et l'accouchement. Voici donc venu le temps de sa rééducation 6 à 8 semaines après la naissance. D'ailleurs, c'est quand même loufoque de dire rééducation, car cela sous-entend qu'il ait été éduqué un jour, comme si les femmes de ce pays étaient informées. Une étude de 2005, publiée dans la revue Sage-Femme, était on ne peut plus claire. Seulement 14% des femmes avaient une vision précise de leur périnée, ça fait vraiment pas lourd. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien moi je pense qu'il faudrait proposer un bilan périnéal à toutes les femmes au cours des consultations gynécologiques de prévention et informer les jeunes femmes au cours des séances d'éducation à la sexualité proposées au collège et au lycée. Le périnée est un ensemble de muscles qui ferment le bassin de haut en bas et de droite à gauche. Sans lui, les organes de notre ventre tomberaient par terre à travers le bassin. Voyez-le comme un hamac de soutènement. Cet ensemble de muscles joue un rôle essentiel dans les fonctions urinaires, digestives, sexuelles et dans la reproduction. Il participe vraiment à votre santé et comme tout muscle, il s'entretient. Ce moment du postpartum peut donc être une chance pour vous, et je le pense vraiment, de vous réapproprier votre périnée, voire de vous l'approprier tout court. Claire le connaissait déjà à cause d'une vessie hyperactive, mais ça ne l'a pas empêché de découvrir des choses. La rééducation, c'est très bien passé, hein, donc j'avais quand même déjà une conscience de ce périnée, mais alors j'avais pas la conscience je n'arrivais pas à le cartographier dans toute sa complexité, voilà, donc moi on me disait contracte, je contractais. Avec ma sage-femme m'a proposé des images, donc il y en a une c'était celle du pont-levis et puis l'autre peut-être que j'invente mais moi je l'ai retenue sous le magnifique terme de goulet d'étranglement. J'ai réussi à prendre conscience de muscles différents en fait dans le périnée, donc il y en a un que je qualifierais de nord-sud, en haut en bas c'est le pont-levis. Et puis, ce que j'appelle le goulet d'étranglement, c'est latéral. Donc, au début, quand elle m'a proposé ces images, je me disais non mais n'importe quoi. Le périnée, c'est un truc. Je contracte ou je contracte pas. Et puis très vite, j'ai quand même réussi à contracter, voilà, ou latéralement ou bien en haut, en bas. Et donc j'ai pris conscience que la bête était plus complexe et plus riche que prévu. Même si cela prend du temps et de l'énergie, il faut voir ces séances comme une chance. Et pour cela, il faut bien choisir votre praticien. Et là, je veux pulvériser la guéguerre habituelle entre les sages-femmes et les kinés. Stop. C'est vraiment pas une histoire de chapelle. Faut juste trouver quelqu'un qui connaît son sujet, c'est là la clé. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a 2 méthodes. Une méthode dite manuelle, qui nécessite un vrai savoir-faire, et une autre avec des sondes. Cette méthode manuelle, donc, c'est avec les doigts de la sage-femme dans votre vagin, ou du kiné, pardon, et c'est ce qui convient dans plus de 90% des cas. Et c'est un travail très précis, parce qu'en fait, on évalue chaque muscle, etc. Enfin, c'est vraiment un travail précis. Et puis après, vous avez la méthode avec sonde. Et dans la méthode avec sonde, il y a 2 possibilités. Première possibilité, c'est la méthode avec électrostimulation, c'est-à-dire que la sonde envoie des petits courants électriques et qui font que
que vos muscles réagissent, ça les réveille en quelque sorte. Donc ça peut être vraiment intéressant pour certaines femmes dont les muscles sont hyper fatigués. Et puis vous avez la méthode dite, toujours avec sonde, avec biofeedback, où là on vous met une sonde à l'intérieur du vagin et en fait vous allez contracter devant un ordinateur qui enregistre les contractions. Et ça, moi personnellement, j'y suis pas trop favorable. Pourquoi ? Parce que cette sonde, elle sait pas dire « Ah, ce muscle-là, là, particulier, il est fatigué et pas l'autre ». En fait, c'est une contraction globale. Donc ça n'a, pour moi, strictement aucun intérêt. Ça vous apprend pas à travailler et ça vous apprend pas à saisir toutes les subtilités de ce périnée que j'aime tant. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est que si on vous propose pas du tout de méthode manuelle en premier choix, c'est quand même suspect et donc vous passez votre chemin. Alors par contre, il y a certaines femmes pour qui c'est un choix d'avoir la sonde pour des raisons qui leur sont propres et je l'entends très bien. Et dans ce cas-là, c'est évidemment possible, vous contactez quelqu'un pour faire du biofeedback. Quel que soit votre âge, que vous soyez sous pilule, sous implant ou pas, que vous soyez enceinte ou dans le postpartum ou même ménopausée, je vous conseille vraiment de faire un bilan périnéal pour votre santé urinaire, digestive et sexuelle. Non seulement c'est passionnant parce que ça permet de prendre en charge des fois suffisamment tôt des dysfonctions, comme de l'incontinence, des hémorroïdes, une béance ou que sais-je, et en plus ça vous permet des fois d'ouvrir un nouveau champ, d'apprendre à vous servir de ce merveilleux centre du corps. Je pense que ça va me donner envie de l'utiliser en fait, comme un accessoire, disons, de ma vie sexuelle. Quand ma vie sexuelle aura retrouvé une forme de normalité ou une nouvelle normalité plutôt, parce que là pour l'instant on en est à essayer de faire glisser les choses correctement, donc j'en suis pas là, mais ça donne des idées, pour le futur. C'est peut-être pas la peine tout de suite d'aller chercher des accessoires externes. J'en ai un en moi dont je pourrais me servir de manière intéressante. Pour moi, tout ça, ce ne sont que des bonnes nouvelles, parce que ça montre qu'on n'est jamais foutu si on a des soucis, et que même, on peut voir sa sexualité s'améliorer par la découverte de son corps. Au placard, les pessimistes. Physiologiquement, il existe des organes du plaisir. On retrouve les mêmes comportements. Je veux dire qu'après un acte sexuel, il y a tout un phénomène physiologique chez l'être humain qui va des changements de rythme cardiaque en passant par des pulsations qu'on retrouve chez les mammifères. L'irruption d'un enfant chez soi est une joie sans pareil. Toutefois, il y a des ajustements à trouver. Il faut trouver le temps et l'énergie pour faire l'amour et même parfois un lieu. C'est d'abord la grande question du timing et du minutage que Claire formule très bien et qui nous a fait beaucoup rire. Alors, ce qui me frappe du point de vue de la temporalité, disons, de la sexualité, c'est qu'effectivement, elle a un horizon. Et l'horizon, c'est le réveil de ce magnifique bébé. Et donc, en fait, ça a fait rentrer la sexualité dans le temps chronologique. Il y a quand même une montre avec des aiguilles qui avancent et on peut plus être hors du temps. On peut plus on peut prendre le temps, mais on n'est plus hors du temps. Il y aura bien un moment où le créneau arrivera à sa fin et donc il faut savoir saisir l'opportunité quand elle se présente et pas. Et on peut plus vraiment laisser les choses se développer avec lenteur. Non seulement la femelle en chaleur a un fort parfum sexuel, ouais, mais également le mâle émet aussi un fort parfum sexuel. Concernant le bébé et le tempo qu'il nous impose, il y a une dernière question à aborder, c'est celle de l'allaitement. Malgré tous les bienfaits et le kiff interstellaire qu'il représente pour les femmes, dans la plupart des cas, il occasionne aussi quand même des questionnements. J'avais un peu peur que les seins deviennent un objet absolument seulement l'objet de la maman et plus celui de la putain, pour utiliser ce dualisme que je déteste quand même. C'est pas tout à fait le cas, mais le simple fait de dormir avec un soutien-gorge et des espèces de serviettes hygiéniques pour seins est quand même particulier, donc quand on commence à se caresser, à se frotter au corps de l'autre dans le lit, j'ai ce soutien-gorge qu'il faut un moment enlever, donc je l'enlève, il y a ces serviettes hygiéniques de sein qui restent accrochées. De fait, on fait plutôt l'amour
après que j'ai donné le sein le matin, parce que sinon ça serait absolument ingérable, avec des seins surgonflés de lait et qui fuiraient de lait. Pour moi, ce serait pas gérable en fait. J'ai pas un amour particulier pour ce liquide-là. C'est-à-dire, j'en ai un amour particulier quand il est réservé à mon enfant, mais j'aurais aucune envie que ce liquide-là, que mon lait maternel fasse partie, disons, de la vie sexuelle ou qu'il l'entache dans les deux sens du mot d'ailleurs. Sur ce point précis, il me paraît important de revenir sur la question hormonale que Claire avait abordée auparavant. Je vous lis un extrait d'un dossier paru en 2008 dans Allaiter aujourd'hui, le numéro 77 de la Leche League, qui est une association de soutien à l'allaitement maternel. La mère allaitante a un taux élevé de prolactine et une inhibition de la sécrétion d'œstrogène, de progestérone et de testostérone, souvent pendant une longue période. Chez certaines femmes, la montée du désir sexuel est plus lente et moins intense, et la lubrification moins abondante. La plupart de ces problèmes disparaissent avec le retour de couche. Alors je dis pas ça pour vous inquiéter, mais au contraire pour vous rassurer. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses femmes qui viennent me voir et qui me disent « Ah bah ça y est Anna, c'est foutu. En fait, je suis devenue mère et du coup, j'ai plus de lubrification. J'ai plus de désir pour mon mari, donc voilà, c'est foutu. » Ben non, en fait non. Je leur dis « Attendez, vous allez voir, ça va s'améliorer, certainement peut-être même avec l'arrêt de l'allaitement. » Et c'est ce qu'elles constatent. Alors no panique. Après la question du temps, il y a celle de l'espace. L'image la plus commune, c'est qu'on fasse l'amour dans son lit. Seulement voilà, on vous recommande de faire dormir le bébé dans votre chambre pendant 6 mois. Et il y a aussi les couples qui ne disposent que d'une seule pièce, eh bien ils sont hyper nombreux, surtout dans les grandes agglomérations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez exiler le bébé dans une partie de l'appart le temps de faire l'amour, ou faire l'amour ailleurs. Pourquoi ne pas faire l'amour devant le bébé endormi, me direz-vous ? Alors là, je ne sais pas, c'est juste parce que je le sens pas. Et les psys abondent plutôt dans mon sens. Alors, une fois qu'on a trouvé le temps et l'espace, encore faut-il avoir l'énergie suffisante. Et donc, avoir dormi suffisamment. Le problème, c'est que nos amis les bébés ont une furieuse tendance à nous foutre en l'air nos cycles de sommeil, et que du coup on est crevé, et que du coup on a moins de désir, voire même carrément des symptômes dépressifs. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc, si vous choisissez de dormir au lieu de faire l'amour, ne vous sentez pas coupable, ou ne pensez pas que vous n'avez plus de désir pour votre partenaire. Au final, le bébé, c'est vrai, complexifie sacrément les choses. Il oblige votre couple à être super créatif pour retrouver vos espaces de liberté. Alors rappelez-vous, prenez votre temps. Le retour à la sexualité n'est pas une course, et prenez soin de vous pour avoir du temps pour vous et jouir comme bon vous semble. Au cours de ces 2 années, oui, je compte 2 ans, entre l'attente, l'accueil et l'installation avec un enfant. Et des fois même parfois plus pour certains couples qui ont eu des difficultés pour concevoir. Alors voilà, dans ces 2 ans, il est fort à parier que votre sexualité soit changeante, parfois mieux, parfois pire, parfois pareil. N'oubliez pas que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas hier et ne le sera pas demain. Soyez comme Claire, hyper optimiste. Je suis une personne très positive et j'adore penser au lendemain qui chante, donc je me dis que je vais de nouveau avoir des orgasmes incroyables dans le futur et maintenant, si j'y pense de manière plus concrète, un peu plus réaliste, je pense que j'aurai de nouveau des orgasmes et qu'on aura de nouveau une sexualité épanouie. Le fait qu'il y ait un enfant qui a des besoins et que ces besoins soient calibrés par une horloge, donc par le temps, fait que je suis absolument persuadée que ma sexualité sera quand même différente. Voilà, il y aura probablement toujours un horizon qui viendra mettre un terme au moment de dessaisissement de soi qui peut être celui de l'orgasme, sauf quand on exilera l'enfant et je pense qu'on s'offrira aussi ce luxe, on l'enverra un week-end chez les grands-parents, on le mettra sur pause, on inventera un bouton on-off, enfin il y aura quelque chose à inventer pour pouvoir retrouver de manière ponctuelle des moments de sexualité hors temps. Mais ça sera
ça sera, je pense réalistiquement, que ça sera plus la norme en fait. Donnez-vous du temps, discutez-en à bâton rompu. Avouez que quand même c'est plutôt sympa de parler de sexe, c'est le moment d'en profiter. Soyez inventifs, et puis faites-vous aider si vous en avez besoin. Le champ de la sexualité humaine est vaste et joyeux, il est temps d'en profiter. Maman, j'ai rencontré un garçon, il m'a cueilli une rose, et maintenant je voudrais des tulipes et des pensées, des violettes, des iris, des pétunias, des bleuets. Maintenant je voudrais d'aimer l'empire des prés, des gentianes, du lilas, des orchidées. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la Maison des Maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Noyoux. Merci infiniment à Claire pour son témoignage et à tous mes patients, petits et grandes, sans qui rien n'aurait été possible. Et je voudrais aussi remercier quelques femmes qui m'ont inspirée, Maya Mazoret, journaliste, Alice Rock, sage-femme et sexologue, Odile Fillot, chercheuse, et Camille Tesca, sage-femme. Merci à L4. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram, AnnaRoy75. Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles. Maman, j'ai rencontré un garçon, il m'a fait goûter une pomme, et maintenant je vous